Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Eh bien, à Demerjogo, où le nouveau pôle de développement se poursuit, donc, et c'est ce que nous verrons dans notre magazine. La guerre commerciale était rare au cœur du conflit opposant la Chine aux États-Unis. Bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement, le département de la santé, par le biais de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a mis en œuvre des activités de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est dans cette optique que l'hôpital Cheko a organisé une journée de sensibilisation sur l'allaitement, une opération de sensibilisation dans le cadre de la Semaine mondiale. L'allaitement maternel, qui est un choix personnel et bénéfique pour la croissance de l'enfant, c'est le message que le personnel du service de la pédiatrie ont relayé auprès des jeunes mamans. Selon le docteur Timiro Aden, pédiatre à l'hôpital Cheko de Belbala, objectif de ces activités de sensibilisation des mamans est d'avoir un changement de comportement, d'attitude et de pratique vis-à-vis de l'allaitement maternel. À l'hôpital Cheko de Belbala, les équipes soignantes et médicales ont été formées sur l'ensemble des questions autour de l'allaitement pour mieux sensibiliser les patientes sur les différentes pratiques. Dans l'actualité également, une cérémonie de création de caisses de solidarité. Et c'est ce que répondront les conseils de quartier d'Ambouli à organiser une cérémonie à l'annexe du RPP d'Ambouli quartier 7 bis. Était présent le député Ibrahim Ahmed Abdo, la présidente du conseil de quartier Madame Saada Ismail, le sage du quartier, le représentant du ministère de solidarité Monsieur Abdoulaye Saïd, le représentant de l'ONG Phoenix de l'Angleterre et le président de l'annexe RPP, M. Hassan Omar, et le Cheikh Mufti Shamsaddin de Djibouti. Eh bien, cette cérémonie a été une grande réussite et l'ensemble des personnes présentes ont apprécié ce noble geste. C'est une initiative, à savoir, pour la création d'une caisse de solidarité, une banque alimentaire et un bureau de matériel. Et dans notre magazine de ce 15h, nous allons parler du logement, un impératif social, mais également une nécessité. C'est dans cet esprit que l'année 2019 et 2018, selon les termes du président de la République, a été décrétée année du logement pour tous. Regardez. Le logement pour tous est un impératif social et également une nécessité. Tous les Djiboutiens doivent avoir un accès à un logement abordable en fonction de leurs revenus. Le président Guelleh nomme l'année 2018 l'année du logement. Cette année-là sera pour le logement pour tous. C'est dans cet esprit que le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, va procéder à la pose de la première pierre du projet de construction de 500 logements sur les 1000 logements programmés sur le site PK13. Cette initiative va mettre au cœur de ses actions le développement de l'habitat, et en particulier de l'habitat collectif. Le ministère compte réaliser par le biais du Fonds de l'habitat une première phase de 500 appartements sur un programme de construction de 1000 appartements. Le 7 janvier 2018, le président de la République va procéder à la pose de la première pierre du projet de construction de 844 appartements au site PK13. La ville s'agrandit, Djibouti se construit, les bâtiments naissent. De nouvelles résidences, de nouveaux appartements dans lesquels des habitants, des familles vont vivre décemment voient le jour, tant dans la capitale que dans la région de l'intérieur. Dans cette idée du logement pour tous, le président charge son gouvernement à ce que personne ne soit laissé pour compte, même ceux qui sont dans des situations précaires, afin qu'ils aient un abri, un toit. Un logement est un élément de sécurité et de dignité. Vivre dans un logement décent est une condition de l'épanouissement personnel et familial. Il appartient à l'État d'en garantir les conditions d'accès. En d'autres termes, c'est une priorité absolue. Ainsi, cette volonté politique du président de rendre chaque citoyen propriétaire est une exigence sociale et humaine. Elle est le socle des valeurs de la République. Un logement pour chaque citoyen est le dernier rempart de l'exclusion sociale. Un toit pour chacun est le noyau de vie qui permet de s'épanouir individuellement et collectivement. C'était dans les titres à Demerjogo, développement rime avec infrastructure.
Eh bien, l'Afrique regorge d'énormes richesses naturelles et de produits agricoles, mais un handicap majeur bloque le plus souvent l'exploitation de toutes ces richesses. Eh bien, c'est le manque d'infrastructures. Une équation que Djibouti a bien étudiée et compte résoudre. Regardez, c'est un document de la rédaction et un commentaire d'Ahmed Ahmed. En matière de développement, la construction d'infrastructures, quelle qu'elle soit, reste indispensable à toute politique de développement et c'est ce qui fait souvent défaut en Afrique. Mais cela devient une condition incontournable dans une économie basée essentiellement sur les services comme la nôtre. C'est pourquoi nous voyons, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh, la multiplication de constructions d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ou autres. Cela répond à cette logique de doter notre pays d'infrastructures nécessaires à son développement. Une politique qui se poursuit toujours et très visible actuellement à Damerjog, où se construit un autre pôle de développement. Il s'agit du projet Djibouti Damerjog Industrial Development, plus connu sous son acronyme anglais DDID. Placé sous la responsabilité de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le DDID figure parmi l'un des plus grands projets entrepris par la République de Djibouti. Il s'agit là d'une expansion des ports et des zones franches de Djibouti. Ce méga-projet comprend la construction d'un nouveau parc de zones industrielles dans la région de Damerjog. Le projet DDID inclut aussi une zone portuaire où il est prévu de créer plus de 20 000 emplois. La période de construction de ce méga-projet est de 15 ans. Commencée en 2008, la première phase s'achèvera en 2023. Aujourd'hui, la région de Damerjog s'agrandit, comme vous l'avez constaté, et qui a une extension des ports et qui aura plusieurs fonctions. La région s'industrialise et cela témoigne des efforts du gouvernement d'aujourd'hui, de la région, en synergie avec l'évolution du monde. La région de Damerjog, qui accueillera ce grand projet et qui en abrite plusieurs autres, joue un rôle important dans le développement économique de cette région de par son emplacement. Damerjog, qui se situe à une trentaine de kilomètres de la capitale, constitue ainsi un Eldorado pour les secteurs privés qui veulent tous s'installer dans cette sous-préfecture. Mais cette sous-préfecture accueille déjà plusieurs structures et des sociétés mises en place par le gouvernement ou par des investisseurs privés. En effet, nous avons à Nagad la gare, la société Prime Project, l'ISA ou Institute School of Africa, le refuge des camps pour les amoureux de la vie animalière, la China Free Zone, plusieurs infrastructures portuaires, le centre de quarantaine et sanitaire de bétail à Damerjog, la société Djibah, spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer et qui ouvrira ses portes très prochainement pour ne citer que cela. Concernant le village de Damerjog, il existe depuis 1962, au moment où fut construite la première école primaire de la sous-préfecture. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Damerjog compte 10 000 habitants, dont environ 4 000 vivent dans le village de Damerjog. 12 localités dépendent administrativement de cette sous-préfecture. Toutes les structures nécessaires de base sont également présentes dans le chef-lieu de la sous-préfecture, comme le Damerjog Marketplace ou le marché de Damerjog, plusieurs quartiers bien structurés, un poste de santé, une brigade de la gendarmerie nationale, une école primaire, un camp militaire des forces armées djiboutiennes, un CEM ou collège d'enseignement moyen qui existe depuis 1998 et un centre de formation professionnelle ou CFPD. Il fut un temps où la région n'a cessé de s'agrandir. En 1968, il y avait la première infirmerie militaire, puis un grand hôpital avec plus de 14 lits. C'est avec le temps que cette région s'est agrandie, comme vous pouvez le constater. Ainsi, Damerjog reste la terre promise des Djiboutiens. Tout Djibouti, en effet, voudrait s'implanter dans cette sous-préfecture et y posséder son lopin de terre, d'où le développement à vue d'œil de cette région qui sera amené à jouer dans les années à venir un rôle de nouveau pôle de développement économique et industriel du pays. Et en sport, cette fois, la 7e édition du tournoi du corridor de Yoboki qui se déroule généralement du 17 donc a vu la participation de 9 équipes représentatives et 9 localités riveraines du corridor international de Djibouti, à savoir Ouéa, Mouloud, Dikil, Galamo, Gorambous, Yoboki, Galafi, Asbahari.
Cet événement périodique organisé par l'association Génération pour le développement et la solidarité, et cet événement sportif placé sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, représenté par une forte délégation conduite par l'inspecteur général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Moussa Ali. Ce rendez-vous annuel des jeunes issus des villes des localités riveraines du corridor international de Djibouti est une opportunité pour les jeunes sportifs de démontrer ainsi leur talent. Comme à l'accoutumée, les participants ont disputé des compétitions sportives telles que le foot, le cross, mais aussi les jeux traditionnels comme la lutte et le jeu de balle appelé Korso. Très applaudis et acclamés, les supporters de cette fête du sport ont vu la participation de nombreuses hautes personnalités, outre le cadre, donc, à savoir monsieur le sous-préfet de Yoboki. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements au gouvernement qui ont déjà débuté les travaux de construction de la route, à commencer par Galafi. C'est ça pour les Yobokois et pour toutes les localités du corridor, c'est vraiment un atout, c'est une bonne nouvelle et nous remercions le gouvernement pour cette initiative. Donc je remercie également le secrétariat d'État à la jeunesse qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir ici durant chaque événement, et en particulier le secrétaire d'État à la jeunesse, M. Hassan Mohamed Kamil. Donc, et nous remercions pour l'apport, pour l'appui également. Nous remercions également tous les sponsors de peu de loin. Et nous allons à Obok où l'association des jeunes pour le développement a procédé à une distribution de glacières pour la coopérative de la pêche de Korangar et d'Obok et un frigo solaire plus glacières pour la coopérative de pêche de Delalaaf. Ce projet a été financé par la coopération allemande pour aider les pêcheurs à produire, exporter et lutter contre la perte liée à la chaleur et au manque de conservation, mais aussi de contribuer au développement économique de la région. Les pêcheurs n'ont pas hésité à remercier la coopération allemande, plus particulièrement Madame Henke, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne. Et ce fait divers, les gendarmes de la brigade du PK12 ont, le 15 août dernier, intercepté au cours d'une perquisition à domicile, ont découvert des machines industrielles pour le dessalement d'eau et 20 bonbonnes d'eau prêtes à être vendues. Le mis en cause dessalait l'eau du robinet, puis revendait la marchandise aux sociétés chinoises implantées sur le territoire pour éviter qu'elles n'achètent des marques d'eau locales. Les investigations ont permis d'estimer la production journalière entre 15 à 20 à raison de 600 francs l'unité, soit un bénéfice net de 850 000 francs Djibouti. Ce ressortissant étranger ne disposant d'aucune autorisation donc pour la fabrication et la commercialisation de produits de consommation. Il a été donc placé en garde à vue et sera déféré devant la justice pour répondre de cet acte. Au Zimbabwe, cette fois, la police disperse violemment des opposants. Les sympathisants du mouvement pour le changement démocratique ont entonné des chansons condamnant la brutalité policière pendant que les forces de l'ordre les dispersaient à coups de gaz lacrymogène. La police a également encerclé un groupe de manifestants en les frappant avec des bâtons. Une femme a été évacuée dans une ambulance de la Croix-Rouge. L'opposition zimbabwéenne avait annoncé auparavant l'annulation de ces manifestations prévues vendredi après l'interdiction de la police confirmée par la justice, mais donc s'était engagé à organiser des marches de protestation contre la détériorisation de l'économie malgré les menaces du gouvernement qui les empêchaient. Donc ces manifestations devaient être les premières depuis celles de janvier contre la hausse des carburants qui avait été violemment reprimée par les forces de l'ordre. C'était dans les titres. Et cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, donc concernant les terres rares, sont devenus l'élément clé de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il y a quelques jours, l'association chinoise de l'industrie des terres rares a protesté contre les nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump, accusant Washington d'harcèlement. Pékin a par ailleurs souligné que ces taxes devraient être payées par les consommateurs et les marchés américains.
Présents dans la croûte terrestre, les terres rares sont prisées par les utilisations, donc pour leur utilisation dans l'électronique grand public, les énergies renouvelables telles que les éoliennes et les voitures électriques. Le plus grand gisement de terres rares du monde est situé à Bayanobo, une ville minière du nord de la Chine. Ce site extrait environ la moitié des métaux rares depuis 2005. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.